commencer directement, rentrer dans les histoires, puisque c'est le mot histoire qui m'intéresse, et qui nous intéresse aussi, presque un petit peu tous, ici. Et histoire de famille. Histoire de famille, et je vais commencer avec Alexis Salatko. Une histoire de famille qui est à la fois la vôtre, en quelque part, et aussi celle de Jules Dassin, dont on parlera dans un instant. La vôtre tout d'abord, parce que je crois qu'au départ, c'est un peu par le biais de votre maman que toute cette écriture a commencé, et c'était peut-être pas vraiment le but premier que d'écrire sur la famille Dassin. Non, au départ, en fait, ça part plutôt de mon grand-père ukrainien qui était de Kiev et qui a dû quitter son pays au moment de la Révolution. Et ça rejoint le grand-père de Joe Dassin, qui était lui-même ukrainien d'Odessa, d'où le nom, Dassin-Odessa, et qui lui-même a dû quitter la Russie. Et ensuite, ma mère, c'est parce que, à son décès, il y a 2 ans, en rangeant ses affaires, j'ai retrouvé des 45 tours de Dassin. Et ce qui m'a donné l'idée d'essayer de m'intéresser un petit peu plus à cette famille, et bien m'en a pris parce que j'ai découvert des tas de choses que j'ai essayé de retransmettre à mon tour. Alors c'est un livre qui est construit donc au fil des chapitres qui ne sont que des 20 août. Oui. 20 août de 1938, année de naissance donc de Joe Dassin, pardon. Non. Le Dassin est né le 5 novembre. Oui, alors c'est l'année suivante. C'est l'année suivante. Il a quelques mois, on va dire, jusqu'en 1981. Et donc, histoire de famille pour Jules et Béa, donc les parents, les 3 enfants, dont Joe. Oui. Histoire de famille aussi avec Mélina Mercouri, qui sera la seconde épouse de Jules. Histoire de famille toujours avec donc Maryse, la première épouse de Joe. Christine, la seconde compagne également de Joe. Et Jonathan et Julien, ses enfants. Cette histoire de famille, c'est un peu comme un album photo, ce livre. On peut le feuilleter, tous ces 20 août, tous ces chapitres qui constituent donc ce livre, comme un album. Oui, en fait, c'est la petite histoire des Dassin, de la famille Dassin, est sans cesse percutée par la grande histoire. C'est ça qui fait, je pense, l'originalité aussi du livre. En fait, le père Jules, qui donc a grandi à New York, il a découvert le théâtre yiddish populaire, il a commencé à faire du théâtre, ensuite il a fait de la radio. Il était avec un groupe d'artistes avec lui qui était Nicolas Ray, qui était Dmitri, Elia Kazan. Et puis il y a eu cette affaire histoire du macartisme, ce qu'on appelle la chasse aux sorcières, qui lui a valu de quitter les États-Unis au moment où il commençait une très belle carrière à Hollywood de réalisateur. Donc déjà, la première intervention de la grande histoire, c'est le macartisme. Et ensuite, ils sont partis d'abord à Londres, et puis à Rome, et puis en France. Et c'est comme ça que Joe Dassin, lui, a grandi en France. On pense que c'est un chanteur français, mais en réalité, il est américain. Mais la famille était aussi un peu éclatée, parce qu'à un moment, les enfants donc de Jules et Béa Dassin sont à Genève, scolarisés en Suisse. Voilà. Le père Jules est en Angleterre, puisqu'il a quitté les États-Unis à cause justement de la chasse aux sorcières. Oui. Béa est à Prades, dans les Pyrénées-Orientales. Donc on a des enfants qui sont un peu écartelés. Complètement. Et on a aussi l'impression que la vie aussi dense, trépidante du papa, réalisateur, Jules, écrase un peu l'adolescence des enfants. Elle écrase tout et elle chahute toute leur existence, puisque finalement ils avaient une vie un peu stable, assez stable quand même aux États-Unis, et tout d'un coup c'est le chaos. Et Jules, lui, il essaie par tous les moyens de continuer son travail, ce qui est très compliqué, parce que la censure est là, parce que finalement même en France il a du mal à tourner, puisque les Américains expliquent qu'ils vont interdire ses films ou qu'ils vont faire des manifestations devant les cinémas, donc c'est assez compliqué. Et Joe, lui, il est complètement perdu, sauf que son père le met dans une boîte en Suisse. Et dans cette boîte, il va apprendre très bien les langues étrangères, et en particulier le français. Il est très doué dans toutes les matières. Et là, il va commencer à s'intéresser à la littérature, puisque finalement, l'un comme l'autre sont des passionnés de littérature. Et Joe va commencer à acquérir une espèce d'identité propre à ce moment-là. Alors la famille donc, est très importante, bien évidemment. Et là aussi, au fil des chapitres, on a aussi l'impression que le père et le fils se croisent, se ratent. Ils se marient à très peu de temps d'intervalle sans s'inviter. Oui. Sans s'inviter. Et c'est un petit peu comme l'extrait de la chanson du film de François Truffaut, là, Jules et Jim. J'ai noté, on s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés. Ouais, c'est un peu ça leur vie, quelque part.
Exactement. Et à un moment, mais surtout le gros problème de Jo, c'est qu'il veut faire comme son père, il veut faire une carrière artistique et son père s'y oppose absolument. Il veut que Jo devienne, ait un diplôme, fasse un métier, parce qu'il estime que lui, Jules, ça ne lui a pas vraiment porté bonheur et ça l'a mis dans le chaos dont on parlait tout à l'heure. Et dans la bouche de Jo, un moment, donc Jules est narrateur, hein, je le précise, dans la bouche donc, de Jules, il fait parler Jo et on sent bien qu'il y a énormément de reproches. Hein. Il y a un passage où vraiment Oui. Jo reproche à son papa de ne pas s'être occupé de sa famille, en résumé. Absolument. D'ailleurs, c'est un roman également sur la paternité, sur le désir d'enfant des hommes. Généralement, on parle beaucoup du désir d'enfant des femmes, mais là, Jo veut des enfants et il veut surtout être un père meilleur que le sien, tout en étant artiste, ce qui est très, très compliqué. Et la suite va être assez tragique, puisque son premier enfant, sa femme va le perdre. Il va divorcer, se remarier, il va avoir 2 garçons et à ce moment-là, à nouveau divorce. Et c'est la bataille juridique pour la garde de ses enfants qui va avoir raison de lui et dans laquelle il va totalement s'épuiser. C'est pour ça qu'à 40 ans, il va avoir ce problème cardiaque terrible parce qu'il s'est complètement consumé dans cette histoire. Bon, c'est un désir de paternité qui malheureusement s'est pas très très bien passé pour Jo Dassin. Non. Histoire de famille, on continue sur le thème histoire de famille avec donc Jacques-Olivier Boudon. Vous, c'est la famille Bonaparte hein, qui est votre angle de recherche et votre angle d'écriture. Je rappelle que vous êtes professeur à la Sorbonne hein, également. Cette famille Bonaparte et l'Aquitaine, puisque nous sommes en Nouvelle-Aquitaine. Elle a commencé sous Napoléon Ier et elle s'est surtout concrétisée, cette famille Bonaparte et sa liaison avec la région, avec Napoléon III. Oui, rappelons que Napoléon III est le neveu de Napoléon Ier, le fils d'Hortense et de Louis qui est à ce moment-là roi de Hollande. Et ce qui est très étrange, c'est que les deux destins se croisent en quelque sorte. Napoléon Ier est venu en Aquitaine, à Bayonne très précisément, en 1808, et c'est là qu'il apprend la naissance de celui qui sera son neveu, qui a été conçu pas tout à fait dans la région, il aurait été conçu probablement à Toulouse pendant l'été 1807, alors que le couple, le frère de Napoléon, Louis Bonaparte, roi de Hollande, et Hortense de Beauharnais, qui est la fille de Joséphine, donc l'impératrice. La famille est ici complètement imbriquée entre les Beauharnais et les Bonaparte. Le couple a perdu son fils aîné au printemps 1807 et c'est en quelque sorte une réconciliation très temporaire entre les parents de Louis-Napoléon qui deviendra Napoléon III quelques années plus tard en 1852. La famille Bonaparte, donc on va parler maintenant de Napoléon III et du livre donc, que nous avons sous les yeux. Il voyage, il est venu souvent en Aquitaine, mais aussi en famille. Je reviens toujours sur cette thématique de la famille. Alors après, ce sera avec l'impératrice Eugénie, notamment du côté du Pays Basque. Mais les déplacements de l'empereur sont des déplacements aussi familiaux. Il n'y a pas que sa famille, bien évidemment, mais il y a entre autres le baron Haussmann qui fait partie aussi de certains déplacements. Mais la famille est importante dans les déplacements impériaux. Tout à fait. Alors, le premier voyage qu'il effectue dans la région, c'est le fameux voyage d'octobre 1852 qui va s'achever par le discours qu'il prononce à Bordeaux devant la Chambre de commerce et il va déclarer « L'Empire, c'est la paix ». Il prépare la restauration de l'Empire, il veut rassurer les milieux économiques de la région et il précise que la restauration de l'Empire ne signifie pas la restauration d'un empire guerrier comme celui de son oncle, mais au contraire d'un empire qui va favoriser l'économie, favoriser la paix. Il est seul à ce moment-là, il est célibataire et quelques temps plus tard, il rencontre une jeune Espagnole, Eugénie de Montijo, qu'il va épouser en janvier 1853 et qui lui fait découvrir le sud-ouest. C'est elle qui l'attire vers Biarritz, qu'elle a découvert quelques temps plus tôt. Et Napoléon III plus exactement, découvre cette région au sud de la Garonne qu'il n'avait pas encore fréquentée, une région complètement enclavée. Imaginez qu'il n'y a pas encore le chemin de fer, qu'on descend vers Biarritz par la route, des chemins qui sont en très mauvais état. Et à partir de là, il prend conscience que cette région doit être absolument régénérée. Cela sera fait par le chemin de fer, par des routes, des canaux, l'aménagement du littoral, le reboisement de la forêt des Landes, la création d'unités comme Solferino, Eugénie-les-Bains et bien sûr le développement
de Biarritz. On reviendra tout à l'heure sur Napoléon III aménageur, parce que c'est quand même, on lui doit énormément dans cet aménagement du sud-ouest de la France. On ne se rend pas compte, mais vous avez fait vraiment un travail d'inventaire remarquable sur tous ces travaux, on va dire travaux, c'est le mot générique, pour Napoléon III. Il vient aussi avec son fils, j'ai oublié de le Allez-y. préciser, à partir de 1856, un prince impérial naît, et le prince impérial est de tous les voyages, tous les étés quasiment. Napoléon III, Eugénie et le petit prince viennent dans le sud-ouest. Voilà. Et au-delà de la famille impériale, il y a aussi tout un aéropage de gens qui gravitent autour de ces déplacements impériaux. Fabien, bonjour ou rebonjour. Vous avez voyagé seul dans ce périple mémoriel, mais puisqu'on parle de la famille, ou voire même des amis, je pense qu'ils ont beaucoup compté avant, pendant et peut-être même encore après votre périple. Tout à fait, mais déjà l'idée qui est à l'origine de cette aventure, je la dois à mon grand-père maternel qui très jeune m'a emmené dans les cérémonies républicaines du 11 mai, du 8 mai. Et c'est finalement une remise en question de ces cérémonies qui m'a poussé à me dire moi comment je ferais pour rendre hommage. J'aime le sport, j'aime l'histoire, donc pourquoi pas faire cette aventure à vélo jusque dans un lieu très symbolique. Et puis après il y a eu la famille, effectivement, les amis, pour construire cette aventure et puis surtout pour tenir jusqu'au bout ces 3077 km jusqu'à Auschwitz. Et notamment le poids ou le rôle de la famille dans l'organisation, parce que vraiment vous décrivez toute votre aventure dans la préparation, dans le cheminement et même a posteriori. Quel a été vraiment le rôle, alors c'est un rôle moral, financier, logistique de cet accompagnement proche? Alors il y a eu surtout logistique et moral. L'idée c'était j'ai quitté mon travail, j'ai quitté ma vie que j'avais à Pau, et il a fallu que les amis et la famille viennent m'aider à déménager le jour où je partais à vélo. Donc il y a eu, je raconte ça dans le livre, c'était une journée assez mémorable parce qu'en plus c'était une surprise. Ils sont tous arrivés par hasard, enfin pas par hasard, mais ils sont tous arrivés en m'ayant prévu ce petit week-end surprise. Et puis il y a une première étape assez mémorable avec des amis qui sont venus avec leur vélo, et on a eu une belle pluie du Béarn pour cette première escapade jusqu'à Gurs, et puis le retour jusqu'à Pau. C'était assez mémorable. Et puis bien évidemment un soutien moral, parce qu'il y a eu des moments dans cette aventure, et notamment entre la Suisse et Strasbourg, où je me suis senti très seul, très isolé. Il y a pas mal de fois où je me suis dit mais qu'est-ce que tu fous là, pour le dire un peu trivialement. Et là il a fallu aller chercher les amis et la famille pour pouvoir tenir. Alors on va quitter les histoires de famille et je vais vous redonner la parole. On va faire un cheminement inverse, si je puis dire. On va parler histoire politique. Histoire politique, vous en avez déjà dit quelques mots, mais on va y revenir. L'histoire politique de cette aventure mémorielle, Fabien, c'est aussi faire partager la connaissance à des enfants. Vous allez nous parler un peu de vos interventions, y compris de la cagnotte que vous avez réunie pour l'UNICEF. Vous aviez aussi besoin de faire partager cette aventure de connaissances liée justement à la déportation et à tout ce qui tourne autour de la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Il y avait déjà une curiosité personnelle, mais cette curiosité, je voulais la partager avec beaucoup de jeunes. Donc j'ai fait mon maximum pour faire des interventions scolaires. J'ai rencontré au total près de 400 élèves. Donc ça représente entre 10 et 14 interventions. Dans des écoles essentiellement, et puis quelques fois avec des lycéens et des collégiens, mais ça a été plus compliqué puisqu'ils ont souvent des examens. Le programme fait que ça rend les choses plus complexes. Et puis il y a eu aussi cette cagnotte pour l'UNICEF, donc j'ai collecté en référence aux 3000 km 3000 €. L'idée c'était de montrer que les valeurs qui sont celles de la Seconde Guerre mondiale et portées par la résistance, portées par les justes, portées par toutes les personnes qui ont gardé cette petite lumière et l'espoir qu'il pouvait y avoir une issue à ce conflit désastreux, c'était de partager cet espoir-là avec les jeunes, et puis avec les gens qui aujourd'hui portent des causes similaires, comme à l'UNICEF et comme dans d'autres ONG. Donc je voulais que ça soit concret, je voulais que ces valeurs-là soient pas juste un devoir, peut-être qu'on en reparlera, parce que je suis un peu vent debout contre cette expression qui aujourd'hui est toujours utilisée. Le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, tout à fait. Donc moi je voulais montrer qu'on pouvait, avec des idées un peu nouvelles, dépoussiérer ce devoir de mémoire, et qu'on pouvait, à travers l'UNICEF, à travers des choses très concrètes, porter ces valeurs encore aujourd'hui. Histoire politique peut-être aussi pour vous, parce qu'on a toujours des choses à apprendre, vous le savez, vous avez travaillé dans l'enseignement et on a toujours à apprendre. Cette histoire politique, c'était aussi un peu pour vous, et je crois que vous avez été un petit peu déçu sur l'aspect mise en tourisme du camp d'Auschwitz-Birkenau.
Tout à fait. Alors, je pense pas que ce soit une volonté politique du mémorial de faire ça, mais c'est que c'est un site qui, par son notoriété et par le symbole qu'il représente de la Seconde Guerre mondiale, attire des foules. Et je pense qu'il y a des gens qui profitent, je parle d'offices de voyage, de taxis, de bus, tout ça, qui profitent de ce lieu-là pour en faire finalement un lieu de passage touristique. Et ça m'a un peu, oui, déstabilisé de voir tous ces bus, de voir tous ces gens qui avaient un comportement finalement... qui dégradait ce lieu sacré. Et donc oui, cette arrivée à Auschwitz a été marquée par une sorte de déception, pas encore une fois du lieu, hein, mais vraiment du comportement des gens qu'il pouvait y avoir là-bas. Mais j'ai envie de dire, malheureusement, on le retrouve aussi dans des lieux en France. Il y a parfois des gens, des jeunes, des moins jeunes, qui oublient que ces lieux sont quand même des lieux sacrés. Vous avez tout à fait raison. Dans le milieu touristique, on parle d'Auschwitzland. Et il y a eu une polémique au début d'année, au mois de mars, là, avec les réseaux sociaux ont montré des attitudes de jeunes touristes qui étaient pas tout à fait correctes à l'entrée notamment du camp. Alors jeunes et moins jeunes, hein, parce que moi j'ai vu des gens bien plus âgés que des gens de 20 ans prendre des photos de tout, attendre que les groupes partent de la fameuse inscription Le Travail rend libre pour se prendre en selfie, et ça quels que soient les âges, quoi. Donc on voit bien que c'est vraiment c'est pas un problème de génération, de jeune génération, c'est un problème qui touche aussi toutes les générations finalement. Histoire politique, je reviens vers Jacques Olivier et Napoléon III. Alors c'est un bon politique quand même, l'empereur ou le futur empereur. Il choisit de rayonner ou de sillonner la région pour reconquérir un électorat, pour aussi sa propre popularité. Donc il y a le discours de Bordeaux, mais politique aussi parce que même pendant les séjours touristiques à Biarritz, on travaille aussi sur les questions d'ordre international. Oui, alors la région est une région qui a été assez réfractaire au coup d'État du 2 décembre 1851 qui voit Louis-Napoléon Bonaparte devenir président à vie, puis ensuite empereur. Et donc il a besoin de reconquérir cette opinion, notamment en Gironde, mais aussi dans le Limousin, dans le Lot-et-Garonne, dans la région de Bayonne. D'où le voyage de 1852 et puis ensuite des voyages qui, à l'occasion de ces venues à Biarritz, vont se multiplier. Je vous coupe la parole, ça va porter ses fruits. Parce que j'ai noté plébiscite de 1852, alors on est en Corrèze, on va parler Corrèze, 78% de oui sur le plébiscite en Corrèze. Ce voyage n'a pas été inutile. Absolument pas, d'autant qu'on est dans des terres, le Limousin plus généralement, qui sont des terres que l'on qualifie de rouges en 1849, qui le seront à nouveau à partir de 1871 et qui, pendant l'Empire, vont totalement adhérer au régime, voter massivement pour les plébiscites, élire des candidats officiels, comme on dit. Donc la région a été totalement séduite, comme une grande partie de l'Aquitaine qui est reconnaissante à Napoléon III d'avoir en quelque sorte désenclavé la région, d'avoir boosté son économie, de l'avoir ouverte sur l'extérieur via les ports notamment, les compagnies maritimes, mais aussi de l'avoir ouvert vers l'Espagne, parce que c'est à ce moment-là que la ligne Bordeaux-Bayonne, Irún, va être ensuite connectée sur Madrid. Donc il y a un véritable désenclavement de la région qui montre le sens politique de Napoléon III. Et vous évoquiez la diplomatie, il fait de Biarritz pendant l'été, notamment dans les années 1860, la véritable capitale du pays. Il a des ministres qui l'accompagnent, Pierre Magne par exemple, qui est un local régional de l'Étape en quelque sorte, mais d'autres également. Et puis il y a des diplomates qui viennent dans la région, à l'image de Bismarck. Les affaires allemandes au milieu des années 60 vont se traiter largement à Biarritz. Et les affaires coloniales aussi. Les affaires coloniales aussi, puisqu'on est en pleine période d'expansion coloniale, de renforcement de la présence en Algérie, mais aussi de la conquête de l'Indochine en particulier, et une partie de cela se traite à Biarritz. Alors vous le savez, la fin de l'Empire se termine dans des conditions très difficiles et la Nouvelle-Aquitaine fait partie aussi de la fin de l'Empire puisque après la défaite militaire de 1870, Bordeaux va être au cœur de la vie politique française. Elle le sera plus tard, en 14 et en 40, mais Bordeaux est déjà la ville symbole du pouvoir politique à la suite de la défaite de 1870. Oui, puisque c'est là que Gambetta et une partie du gouvernement se réfugie à la fin de l'année 1870, rejoint par d'autres membres du gouvernement provisoire, et c'est à Bordeaux que se réunit la première assemblée qui a été élue en février 1871 et qui va fonder la Troisième République,
C'est donc Bordeaux est alors la capitale politique de la France avant que l'Assemblée ne se retrouve à Versailles, et ce sera ensuite une autre histoire. Avec des venus de Gambetta, Jules Simon, Adolphe Thiers. Jules Simon, qui est un ministre du gouvernement provisoire et député de la Gironde, c'est un député républicain, un des rares députés républicains qui a été élu dans la région en 1869. Bon, c'était Bordeaux comme prémonitoire hein, aux autres en 1914 et 1840, bien sûr. 1940. La politique, on y revient. Alexis Salatko, vous en avez un tout petit peu parlé tout à l'heure. Merci oui. Jacques-Olivier Boudon. Vous disiez, donc on est sur 4 décennies quand même hein, dans votre livre. Donc évidemment, des événements politiques à l'échelle mondiale, il y en a beaucoup. Il y a la marche à la guerre dans les années 30. Oui. On pourra d'ailleurs faire la connexion peut-être aussi avec l'inquiétude qu'avait Jodassin vis-à-vis de la communauté juive européenne. Hein, vous en parlez. Il y a la Deuxième Guerre mondiale. Il y a le macartisme que vous évoquiez. Il y a la chasse aux sorcières. La construction du mur de Berlin fait partie aussi de l'histoire de la famille Dassin, la guerre des 6 jours. D'ailleurs, Jules va filmer la guerre en Palestine, c'est bien cela ? Oui, absolument. Il fait un documentaire sur la guerre des 6 jours. Et son fils, à ce moment-là, Joe, qui jusqu'à présent n'est pas du tout un artiste engagé, enfin en tout cas il n'a fait aucune mention de politique dans ses interventions, il va vouloir aller se battre aux côtés de ses frères israéliens. Et son père dit... Il n'a pas le temps de dire quoi que ce soit, son père, parce que la guerre dure 6 jours, donc Joe n'a même pas besoin le temps d'y aller. Hein. Vous faites aussi allusion à la guerre au Vietnam, la ségrégation aux États-Unis. Et la dictature des colonels, parce que je rappelle que la seconde compagne hein, de Jules, c'est Mélina Mercouri, qui va prendre évidemment fait et cause pour la démocratie contre la dictature des colonels en Grèce. C'est des moments importants, ça aussi, de votre roman. Absolument, oui. Vous pouvez en dire un mot sur Mélina, Jules, la dictature des colonels et la Grèce ? Oui, de toute façon, ce sont des artistes engagés l'un et l'autre, hein, engagés à gauche très fortement. Jules, au départ, c'est le communisme, mais il est né en 1911 tout de même. Alors, c'est l'arrivée de l'Union soviétique pour un certain nombre de ces jeunes gens. C'est l'avenir radieux, hein, c'est quelque chose qui peut marcher. Très vite, il rend sa carte au moment du pacte germano-soviétique. Il a raison. Puis ensuite, il lui arrive ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, cet exil. La rencontre avec Mélina Mercouri au Festival de Cannes 1955. Et à partir de ce moment-là, une belle histoire d'amour, une belle histoire cinématographique, puisqu'il va faire avec elle 2 films. Elle va vouloir lui faire découvrir la Grèce, et là, pas de bol. Enfin, ça, c'est le destin de Jules. Hein. Le putsch des colonels, qui fait qu'ils sont à nouveau obligés de faire leurs valises, de repartir à Paris, et de passer quelques années comme ça, où Mélina, finalement, est à la tête de la résistance anticoloniale, et où Jules lui embatte le pas. Et là, c'est très dangereux parce que c'est pas simplement une posture d'intellectuel de gauche à Paris, dans quelques cafés branchés, mais c'est également des postures qui vont jusqu'à des attentats, des bombes qui sont placées sous les tribunes, des menaces de mort. On enlève à Mélina sa nationalité. Elle est excommuniée par l'Église orthodoxe, etc., etc. Enfin, c'est quand même, ils prennent des risques et ils les assument. Alors, il y a aussi mai 68 qui fait partie de l'histoire de la famille Dassin. On peut peut-être aussi préciser, dire quelques éléments. Oui, parce que même si Jo ne veut pas mélanger scène de spectacle et tribune politique, il a des opinions politiques. Il est d'une sensibilité de gauche comme son père. Et en mai 68, il est plutôt d'accord avec Daniel Cohn-Bendit. Ils assistent à des meetings à la Sorbonne et en même temps, c'est déjà une grande vedette qui signe des autographes. Et en particulier, il signe des autographes à des CRS au milieu des gaz lacrymaux. C'est tout à fait surréaliste, mais enfin, c'est quand même une scène qu'il a vécue. Et ça, c'est tout Jodassin, quoi. Je voulais faire réagir Jules, histoire de Jules Dassin, de Jo peut-être aussi, bien évidemment, Jacques Olivier. Je sais pas, vous avez peut-être pas lu les livres des uns et des autres, je pense pas, mais vous aviez eu écho de ces histoires politiques, familiales Oui, bien sûr. Moi, je suis d'une génération, j'ai 61 ans, qui a vécu à l'écoute des chansons de Jodassin, qui a visionné les films de Jules, qui a suivi aussi le parcours de Mélina Mercouri jusqu'au ministère de la Culture en Grèce après la chute des colonels. Donc c'est une histoire qui me parle totalement et qui fait écho, et je lirai avec grand plaisir votre ouvrage. Merci. Fabien, vous êtes beaucoup plus jeune, bien évidemment, mais... C'est vrai que ça fait partie de la playlist de l'aventure, non ? Non.
Même si dans les yeux d'Émilie est quand même une très belle chanson. Bon. Alors, on va poursuivre. Je vais revenir justement vers Jacques-Olivier Boudon sur Napoléon III. Donc, je voudrais qu'on revienne sur cette histoire d'aménagement du territoire parce que c'est vraiment très très important. Hein. On va rappeler qu'il s'est aussi lié aux frères Pereire. Les frères Pereire, moi à titre personnel au départ, je les associais qu'à la station balnéaire d'Arcachon, mais ça va bien au-delà de cela. Donc le reboisement des Landes, la ville nouvelle de Solferino, comme quoi on était déjà capable de construire des villes nouvelles au 19e siècle. On n'a pas attendu l'après-Seconde Guerre mondiale pour le faire en Île-de-France. Eugénie-les-Bains. Aussi, hein, station thermale, l'aménagement du littoral, la digue de Sokoa, voilà, le développement aussi de Cap-Breton, d'Osgore, et aussi l'osmanisation, c'est-à-dire la modernisation, l'aération des villes du sud-ouest, Bordeaux, Bayonne, Angoulême, Périgueux, Poitiers. Je dirais que la liste, elle est extrêmement impressionnante pour un homme qui n'était peut-être pas finalement penché vers cela au départ, l'empereur. Napoléon III est un Saint-Simonien, c'est-à-dire un adepte de la doctrine de Saint-Simon qui vise au développement économique pour favoriser le bien-être des gens. C'est-à-dire que si l'économie se développe, si la croissance est là, alors la répartition des richesses fera que la pauvreté disparaîtra. Napoléon III a par ailleurs écrit un texte fondamental quand il était en prison au Fort de Ham dans les années 1840, l'extinction du paupérisme. Il ne prône pas l'industrialisation, il est même réticent à l'égard de l'industrialisation, mais il prône le retour à la terre et l'aménagement de la terre. Et c'est exactement ce qu'il fait dans le sud-ouest avec la reforestation des Landes et l'organisation de ces colonies rurales en quelque sorte. Et Solferino en est un bel exemple. C'est une colonie rurale. On va donner à des habitants, à des colons qui viennent s'installer de la terre pour cultiver et en même temps, évidemment, s'occuper de la forêt et devenir résigné. Mais il ne fait pas que cela, il est aussi très attaché au commerce et cela va se passer par le chemin de fer, je le disais tout à l'heure, mais c'est essentiel. Les lignes de chemin de fer qui sont construites vers Bayonne, vers Toulouse, vers Tarbes sont essentielles pour le développement de la région. Et c'est là que les frères Pereire investissent. Voilà, Ce sont des investisseurs, des banquiers. Les frères Pereire sont à la tête d'une compagnie qui est la Compagnie du Midi, qui va gérer tout ce réseau. Ils vont aussi gérer le canal du Midi qui va être prolongé également. Ils vont aussi organiser tout un réseau de routes pour relier les lignes de chemin de fer aux différents territoires, construire des gares, parce que c'est aussi un réseau et cela va permettre à de petites bourgades du sud-ouest de la France, je pense aux Landes en particulier, Solferino, mais aussi Morsinx et d'autres, qui deviennent des pôles d'exportation du bois que l'on coupe dans la forêt. Alors, ça ne sera pas immédiat parce que les pins, il faut quand même 40 ans pour qu'ils soient véritablement efficaces. Mais il y a toute une ambition, de même que les ports, avec ces ports qui sont aménagés, puisque la côte atlantique est une côte inhospitalière, Cap-Breton, Sokoa en particulier, avec un projet aussi à Arcachon. Tout cela relève de cette même idée de favoriser l'exportation des produits régionaux, le vin mais pas seulement, en direction de territoires qui peuvent aussi être des territoires de l'autre côté de l'Atlantique. Une réponse très courte, Jacques-Olivier. Est-ce qu'on avait imaginé que le feu serait le principal ennemi de la forêt landaise déjà à l'époque ? Oui, parce que le feu se déclenche très rapidement. Les premiers initiateurs des feux sont les bergers chassés de leurs terres, ces fameux bergers que l'on voit sur leurs échasses, parce que les territoires qui sont reboisés sont des territoires marécageux. Et ce sont des territoires qui étaient des territoires communaux, qui ne leur appartenaient pas, mais qui les faisaient vivre. Et évidemment, le fait que l'on vende ces terrains à des grands propriétaires qui vont planter du bois va conduire à une réaction de ces bergers qui mettent le feu à la forêt. Cette forêt qui est en pleine croissance à ce moment-là, elle a à peine 10 ans, puisque le plan de reboisement date de 1857. Merci Jacques-Olivier Boudon. On était à l'échelle du sud-ouest, on va passer à l'échelle de l'Europe, on va dire, ou de l'Europe de l'Ouest. Parlez-nous un petit peu justement de ce périple, de ces étapes, de cette construction, parce que vous n'êtes pas allé, on peut dire, par la route la plus directe vers Auschwitz, vous êtes passé donc par la Suisse, y compris aussi par la capitale allemande Berlin. Donc expliquez-nous un petit peu toutes ces étapes qui vous ont amené à cheminer dans toute l'Europe de l'Ouest. Alors je disais, cette aventure, je voulais vraiment rendre hommage à ma façon, et donc c'est mon aventure, c'est mes étapes, c'est les lieux que j'ai identifiés. Il n'y a pas de démarche historique ou scientifique derrière le choix des lieux de mémoire que j'ai retenu. Et en fait, cet itinéraire, j'ai retenu quelques lieux qui m'intéressaient. Alors étant natif du Limousin, je devais passer à Tulle et je voulais aussi retourner
Épernay au Radour-sur-Glane. Et puis après, j'avais entendu parler du plateau des Glières, parce que je le voyais souvent à la télé, c'était un peu l'étape obligatoire de tout candidat à l'élection présidentielle. Celle Donc que je me vous suis dit, pourquoi pas moi finalement. L'étape que vous redoutiez beaucoup. Étape que je redoutais beaucoup, effectivement. La veille au soir, j'ai été hébergé chez un guide de montagne qui m'a beaucoup rassuré, parce que c'était quelqu'un qui voyageait beaucoup et pour qui la montagne n'avait plus de secret. Et le matin, je suis parti beaucoup plus confiant, mais ça m'a quand même tiré un peu dans les mollets. Mais voilà, et donc tous ces lieux ont été choisis par curiosité personnelle et aussi à travers les rencontres que j'ai pu faire, puisque comme je dormais chez l'habitant, on me parlait de lieux à proximité, et donc j'adaptais un peu mon itinéraire par rapport à ces recommandations qu'on pouvait me faire. Est-ce qu'il y a une ou deux étapes dont vous garderez un souvenir mémorable ? Alors forcément le plateau des Glières, parce que ça a bien tiré sur les jambes. Et puis surtout, j'ai été accueilli dans une auberge. Enfin, des gens qui mangeaient à l'auberge avec moi m'ont offert mon repas alors qu'ils ne me connaissaient pas. On avait juste discuté ensemble. Donc voilà, cette étape, elle est mémorable. Et il y a aussi l'étape d'arriver à l'Herbergue, qui est la ville jumelée avec Alassac, ma commune, où j'ai été accueilli comme un ambassadeur par la maire qui avait prévu une réception en mairie, qui avait demandé au club de cyclo de venir me chercher sur la route. Enfin, voilà. C'est ce que j'allais dire. Vous avez été accueilli aussi par d'autres cyclistes qui vous ont accompagné jusqu'au centre-ville. Tout à fait. À l'Herbergue, des cyclistes, mais ça m'est arrivé des fois des gens qui ne faisaient pas du vélo, mais qui venaient à ma rencontre, et ça a été vraiment chaque fois des moments très chouettes. C'est pour ça que c'est pas un livre qui parle à proprement parler des camps de concentration, de l'histoire nazie et de la Seconde Guerre mondiale. C'est un livre qui parle avant tout d'humanité. Et aussi de ces très nombreuses relations humaines que vous avez eues avec des inconnus ou des gens que vous aviez contactés au préalable, soit pour vous héberger. Enfin, il y a énormément d'humanité dans toutes ces étapes. C'est à la fois une humanité de mon chemin personnel, mais c'est aussi une humanité à travers toutes ces rencontres, à travers tous ces gens aussi qui m'ont accueilli dans les lieux de mémoire, parce que j'ai été invité dans chaque lieu de mémoire que j'ai visité, et j'ai reçu un accueil assez chaleureux, et puis surtout j'ai bénéficié d'un apport pédagogique extrêmement intéressant, notamment à la Maison d'Isieux ou encore au Struthof, et à Buchenwald aussi. Je garde un très bon souvenir du responsable francophone du camp de Buchenwald qui a pris toute l'après-midi rien que pour me faire visiter le camp et nous raconter tout ce qu'il avait à nous dire sur ce camp. Et j'imagine que dormir chez l'habitant, il n'y a rien de plus humain et qui favorise les relations finalement et les échanges. Alors c'est qu'on soit en France, en Suisse ou en Allemagne. Tout à fait. C'est très déstabilisant au début parce qu'il y a un besoin de se faire confiance mutuellement. Alors on ne sait pas trop comment s'y prendre, et la meilleure façon en fait c'est de parler, c'est de se poser des questions, d'écouter aussi. Ça c'est quelque chose qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais d'écouter l'autre raconter. Souvent ça parlait d'aventure, d'histoire. Et puis voilà, après les choses se font naturellement finalement. C'est aussi un livre qui, je pense, rappelle que l'humanité elle est jamais très loin. Il suffit juste de faire des fois un petit pas vers l'autre, et puis ça fonctionne directement. Alors l'échelle du Sud-Ouest, l'échelle de l'Europe de l'Ouest, je reviens vers Alexis Salatko, un roman là je dirais planétaire, mais vraiment planétaire. Los Angeles, alors j'ai relevé quelques lieux, j'ai pas la prétention de les avoir tous relevés. Los Angeles, New York, Paris, Stade en Suisse, Deauville, Genève, Athènes, Prades dans les Pyrénées-Orientales, voire même Papeete en Polynésie française. La famille Dassin, elle circule, même si les moyens de circulation ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, mais à travers le monde entier. Oui, c'est une famille de globetrotters. Bon, Jo, c'est pour ses concerts, bien évidemment, mais Jules, c'est vraiment le juif errant. Il est tout le temps en train de faire, défaire, refaire ses valises. Il n'a jamais de domicile fixe. D'ailleurs, il mourra sans domicile fixe. Le seul domicile fixe de Jules Dassin, c'est sa tombe au cimetière d'Athènes auprès de Mélina Mercouri. Mais sinon, il a toute sa vie voyagé. Et effectivement, comme je ne raconte que des 20 août, on retient cette date qui revient d'une façon obsessionnelle tout au long du livre. Chaque 20 août, on se réveille, on démarre le chapitre dans un lieu différent. Et en opposition à son père, Jo, chaque fois qu'il avait de l'argent, il l'investissait, il le mettait dans de l'immobilier, dans de la pierre, de façon enfin à pouvoir essayer d'ancrer sa vie dans quelque chose qui ne soit pas mouvant tout le temps. Alors que Jules, lui, c'est sans arrêt ce voyage. Et effectivement, c'est une destinée qui leur fait faire le tour de la Terre et qui concerne un peu tous les pays. Alors, le voyage de Jules, vous le disiez, se termine à Athènes, et celui de Jo Dassin, si vous ne le saviez pas, donc c'est dans un cimetière donc à Los Angeles. Exactement. Ouais. Il meurt à Papeete, et à ce moment-là, il y a toute une histoire autour de qu'est-ce qu'on fait de sa dépouille? Est-ce qu'il doit être enterré en France? Est-ce que c'est là que Jules va intervenir d'une manière assez autoritaire d'ailleurs pour que son fils soit enterré au Hollywood Forever Cemetery de Los Angeles, au pied d'ailleurs des usines Paramount
où Jules a démarré sa carrière. Merci Alexis Salatko. Alors sans transition, je suis désolé, on va terminer par du cyclisme. Vraiment bien, sans transition, parfait. mais Très bien. on va parler aussi cyclisme. Bon, parce que l'aventure de Fabien était cycliste, mais aussi parce que vous pouvez le constater, Jacques-Olivier Boudon, spécialiste de l'Empire, est aussi amoureux de la petite reine. Vous voyez, comme quoi on peut être aussi avoir d'autres passions. Vous avez écrit donc un livre sur André Darrigade. J'avoue que moi je connaissais bien évidemment de nom, mais j'ai découvert ce Landais volant, ce Landais au palmarès exceptionnel. C'est un des plus beaux palmarès du cyclisme français, voire international, je le dis pour l'auditoire. Il a gagné 22 étapes du Tour de France entre le 19e liste a toujours du mal avec les dates du 20e siècle, 1953 et 1966, date de sa retraite, 22 étapes du Tour de France, 19 jours en jaune, il a gagné 2 maillots verts, il a été champion du monde en 1959, il a gagné le Tour de Lombardie, et tout ça alors qu'il n'est même pas leader de son équipe, mais coéquipier de Louison Bobet et de Jacques Anquetil. Et donc son premier rôle, c'est de défendre les maillots jaunes de l'un et de l'autre. Il sera aussi coéquipier de Bahamontes à la fin de sa carrière. Donc il a connu tous les grands du cyclisme des années 1950-1960, et c'est une véritable vedette. C'est incroyable quand on relit sa vie, au point qu'il est par exemple invité à des émissions de télévision qui vont dire quelque chose aux plus anciens d'entre vous. La tête et les jambes par exemple, premier numéro. Complètement. Ou Interville, il participe également au premier numéro d'Interville. Ça paraît étonnant, mais c'est parce qu'à l'époque c'est une vedette considérable, extrêmement connue et qui devient une véritable légende. Vedette, alors on s'est permis, Jacques Olivier, de prendre dans votre livre une illustration que nous avons donc à l'image, celle donc d'une statue qui est donc dans son village de Narros, dans les Landes, et qui illustre parfaitement le routier sprinter qu'il était. Voilà. Nous sommes à Narros, c'est à 6 km de Dax, donc c'est un Landais. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs j'ai écrit sur lui. Je suis aussi d'origine landaise. Il est fils de métayer, il veut se sortir de sa condition et il le fera par le vélo. Et la reconnaissance, je pense, la plus forte pour lui, c'est que la mairie de Narros ait érigé cette statue de son vivant. Et je rappelle qu'André Darrigade est toujours en vie, il a fêté ses 94 ans en avril dernier, et il a été un des héros de l'étape du Tour de France, je ne sais plus quel était son numéro, mais qui est passé par Dax et qui est passé par son village. Il a été extrêmement sollicité par les médias et il est très fier de cette réussite, puisque sa reconversion a été aussi une totale réussite dans la librairie et la presse. Et je vous invite à aller visiter la librairie qui est désormais tenue par son fils cadet à Biarritz, près du casino, la librairie André Darrigade. Alors un palmarès exceptionnel. Quelle a été sa meilleure année, à votre avis? Sa meilleure année sportive? Alors sa meilleure année sportive, c'est sans doute 1959. Il y a eu aussi 1956. Alors 59 parce que c'est la victoire au championnat du monde et il l'a toujours répété, c'est sa plus belle victoire. 1956 parce que pendant le Tour de France, il a peut-être une chance de remporter le Tour de France si ses coéquipiers croient en lui. On est à l'époque où les équipes sont des équipes nationales, mais ses coéquipiers ne croient pas en lui et c'est donc il va être battu finalement, il terminera 16e, mais il aurait probablement pu gagner. Il est vrai qu'il faut dire que si c'est un excellent rouleur sprinter, qui s'est très souvent échappé, il n'est pas très bon en montagne, mais il passait quand même les côtes et donc peut-être qu'en 56, il a manqué sa chance. Est-ce que la vie de cycliste était aussi compliquée, de cycliste professionnel, est-ce qu'elle était aussi compliquée qu'elle est aujourd'hui, où les cyclistes passent quasiment les 2 tiers de l'année en dehors de leur domicile, loin de leur famille? Est-ce que c'était déjà le cas à l'époque? C'était déjà le cas, d'autant que la saison commençait en Afrique du Nord dans les années 50, au Maroc. C'est la première fois qu'il quitte la France, il fait alors son service militaire. Ensuite en Algérie. C'est une vie extrêmement difficile. Par exemple, lorsque son fils aîné naît en 1961, il ne le verra que 3 semaines après parce qu'il naît après le Tour de France et il faut faire les critériums d'après Tour de France parce que c'est ce qui est le plus rémunérateur et il faut donc être présent et donc absent de son domicile. Et d'ailleurs sa femme, Françoise, dit souvent que la reconversion lui a permis de retrouver un mari totalement près d'elle alors qu'il était très souvent absent. Une dernière question. Nous avons dans le public un historien, Jean-Michel Valade, qui a écrit Tour et détour de la Grande Boucle en Corrèze, qui est donc parmi nous, au premier rang. Jean-Michel. Alors moi, ma question, elle était très simple. Est-ce que André Darrigade est passé par la Corrèze
sur une étape. Je ne crois pas qu'il ait gagné une étape en Corrèze. En tous les cas, j'ai bien lu votre livre, ou alors je n'ai pas été suffisamment attentif. Est-il passé par la Corrèze à un moment donné? C'est pas une question piège, Jacques-Olivier Boudon. Oui, là je n'ai plus en tête toutes les étapes du Tour Bien de sûr. France, mais il a couru le Tour du Limousin, donc D'accord. il est forcément passé par la Corrèze. Je ne pourrais pas vous répondre plus précisément, mais en fait nous sommes à une époque où les coureurs français courent essentiellement en France, un peu en Belgique, lui aussi un peu en Italie puisqu'il a appartenu à une équipe italienne, mais il court essentiellement en France et donc il a, je pourrais dire, il a parcouru tous les territoires de l'espace national. Merci Jacques-Olivier Boudon. Un travail de mémoire, donc sur une mémoire plus populaire, on va le dire, et c'est pas péjoratif, dans la France des 30 Glorieuses, bercée par la radio et les premières images de télévision. Fabien, André Darrigade, c'est pas une question piège non plus, mais... Alors je ne connaissais pas, non. Alors j'ai eu l'occasion pendant ma aventure de découvrir des cyclistes comme André Bach, qui était un résistant pyrénéen et qui a une stèle en haut du col de l'Aubisque. Et j'ai découvert aussi la figure de Gino Bartali, donc italien résistant aussi, dont on a parlé il y a pas très longtemps à la télévision. Et puis aussi, en fait, le vélo, on voit qu'il est dans cette Seconde Guerre mondiale. Alors, à travers 2 anecdotes que je raconte dans mon livre. La première, c'est lors d'une étape du Tour de France qui est passée devant le camp de Gurs. Les réfugiés républicains espagnols qui étaient dans le camp avaient fait une banderole pour les cyclistes sur laquelle ils avaient marqué « Les combattants de la liberté saluent les forçats de la route ». Donc un bel hommage, je trouve, que j'ai appris en visitant le camp de Gurs. Et puis aussi le village d'Oradour-sur-Glane qui a d'une certaine façon retrouvé la vie grâce à un critérium qui a été organisé, je crois, une dizaine d'années après le massacre qui a touché le village. Parlez-nous quand même un petit peu de votre vélo, parce que c'est pas le vélo d'André Darrigade, mais c'est pas non plus le vélo de Monsieur Tout-le-Monde. C'est un vélo type gravel. Alors expliquez-nous, et puis vous étiez dans ce qu'on appelle aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup d'anglicisme, le bikepacking. Donc parlez-nous un petit peu de ce Tornado, c'est son nom. Oui, c'est ça. Donc c'était un peu mon compagnon de route, celui à qui je parlais quand ça allait pas trop, justement. Et donc ce vélo, donc un modèle gravel, ça veut dire c'est un vélo qui a une géométrie de vélo de route, mais qui va être plus costaud, plus robuste, donc un cadre avec des tubes plus épais et surtout des sections de pneus plus larges pour avoir plus d'adhérence et surtout pouvoir porter un peu de poids, puisque voilà, mes sacoches, mon matériel était dans des sacoches fixées sur le vélo directement. Donc voilà, il y a plusieurs façons de voyager à vélo. Moi j'avais choisi celle-là parce qu'elle permet de voyager de façon légère, de façon dynamique, et c'est comme ça que je voulais voyager. Vous a-t-il joué de mauvais tours, ce vélo ? Hormis les crevaisons, j'imagine. Non, ça a été vraiment un fidèle compagnon, puisque juste une crevaison, il a tenu le coup. Et voilà, Sur 3000 km seul. Sur 3077 km, oui, tout à fait. Une dernière petite question, pardon, Fabien, plus personnelle. Vous avez dit au journal local La Montagne, et c'était notamment lors de votre passage au lieu de cueil, à Tulle. Après cette aventure, je suis déterminé à donner de mon temps, de mon énergie pour relever les grands défis de notre époque, et en particulier la fracture numérique, la crise démocratique et la protection de la biodiversité. Nous sommes un peu plus d'1 an après. Est-ce que ces objectifs sont toujours les vôtres et vous êtes-vous engagé ? Tout à fait, et c'est vraiment quelque chose qui m'anime depuis que je suis enfant. En fait, j'ai toujours cherché à m'engager, à donner de mon temps pour ces causes-là, que ce soit à travers mes engagements personnels ou professionnels, puisque dans les Pyrénées-Atlantiques, je travaillais à réduire cette fracture numérique, mais j'ai vu qu'il y avait quand même fort à faire et que les moyens n'étaient pas forcément correspondants à cette fracture. Et encore aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de défis. C'est aussi le message que je porte dans ce livre, c'est qu'il faut peut-être aller chercher dans l'histoire de l'inspiration et surtout se rappeler qu'il y a eu des moments peut-être pires et qu'il y a quand même des gens qui ont été idéalistes. Stéphane Hessel n'arrêtait pas de répéter qu'il fallait être idéaliste, et je pense que voilà, dans les moments difficiles, face à tous ces défis qui sont les nôtres, il faut continuer d'être idéaliste. En tous les cas, une très très belle aventure, l'aventure mémorielle, donc aux éditions Montlimousin. Vous êtes au stand L24. Merci à tous les trois. Je rappelle donc le livre de Jacques-Olivier Boudon, Napoléon III et l'Aquitaine, une région capitale. Et puis André Darrigade, donc Le Land des Volants, c'est aux éditions Memoring, stand L22. Et enfin Alexis Salatko, Jules et Jo, aux éditions de Noël, au stand L17. Merci à tous les trois, merci au public. Et puis au prochain forum des lecteurs, à très bientôt. Merci. Merci. Merci.